Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les rouages d'une économie nationale. Comment ça fonctionne au fond? Qu'est-ce qui fait que ça avance, que ça crée de la richesse? C'est ce qu'on va explorer. Alors la première question qu'on doit se poser est assez simple. Comment est-ce qu'on peut bien noter l'économie d'un pays? Pour comparer, pour comprendre où on en est, il faut un outil de mesure, une sorte de bulletin de notes qui serait le même pour tout le monde. Et au cœur de tout ça, il y a un concept clé, la croissance économique. Mais attention, petite précision importante. Il ne faut pas la confondre avec une simple expansion qui peut être un coup de chaud sur une courte durée. Non, la croissance, la vraie, c'est quelque chose qui s'installe sur le long terme, qui transforme vraiment une société. Et ce fameux bulletin de notes, le plus connu, c'est le produit intérieur brut, le fameux PIB. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la somme de toutes les richesses, de tout ce qui est produit à l'intérieur des frontières d'un pays sur une année. D'accord. Mais comment on sait si l'économie a progressé? C'est là qu'intervient le taux de croissance annuel. La formule peut faire un peu peur, mais en réalité, c'est super simple. On prend le PIB de cette année, le PIBN, on lui enlève celui de l'année d'avant, PIBN-1, et on divise le résultat par le PIB de l'année d'avant. Ce pourcentage, c'est lui qui nous donne le pouls de l'économie. Mais attention, il y a un piège, l'inflation. Si on calcule le PIB avec les prix de l'année, c'est ce qu'on appelle le PIB nominal. Le souci, c'est qu'il peut augmenter juste parce que les prix ont monté, pas parce qu'on a produit plus. C'est pour ça que les économistes préfèrent le PIB réel. Lui, il est corrigé de l'inflation. C'est lui qui nous dit vraiment si on a produit plus de voitures, plus de services, etc. Bon, maintenant on sait comment mesurer la croissance. La grande question, c'est d'où vient-elle? Qu'est-ce qui alimente ce moteur économique? La théorie économique nous dit que ça repose sur deux piliers, deux ingrédients essentiels. Le travail, c'est-à-dire les gens qui bossent, et le capital, en gros les machines, les usines, les outils. Pour le facteur travail, il y a deux façons de faire grossir l'économie. D'un côté, la croissance extensive. C'est assez basique, on augmente la quantité de travail, on a plus de gens qui travaillent, ou ils travaillent plus d'heures. De l'autre, il y a la croissance intensive. Et là, c'est plus malin. On cherche à rendre chaque travailleur plus efficace, plus productif. Et comment on rend les gens plus productifs? Ce n'est pas de la magie. La clé, c'est d'investir dans ce qu'on appelle le capital humain. Une meilleure éducation, une meilleure formation, un bon système de santé. Tout ça fait que la main-d'œuvre est plus qualifiée, plus innovante et donc plus efficace. Parlons maintenant du deuxième ingrédient, le capital. Quand on parle d'investissement, on parle de l'achat de biens durables, des machines, des usines, des ordinateurs, tout ce qui va servir à produire d'autres choses pendant des années. Et pour mesurer ça, on a un indicateur super important, le taux d'investissement. Il nous dit quelle part de la richesse du pays est réinvestie pour l'avenir, pour construire les usines de demain, plutôt que d'être consommée tout de suite. C'est vraiment un choix entre profiter maintenant ou préparer le futur. La croissance, ce n'est pas juste des chiffres qui grimpent. Non, ça transforme en profondeur la façon dont nos sociétés sont organisées. Voyons un peu comment ça change le visage d'un pays. On observe en général un grand basculement. Au début, beaucoup d'économies dépendent de l'agriculture et des matières premières. C'est le secteur primaire. Ensuite, avec l'industrialisation, c'est le secteur secondaire, l'industrie qui prend le relais. Et enfin, dans les économies les plus mûres, ce sont les services, le secteur tertiaire qui deviennent ultra dominants. Et cette transformation, on la voit aussi très concrètement dans nos dépenses de tous les jours. C'est ce que décrivent les lois d'Engel. Et c'est passionnant. Plus le revenu augmente, plus la part de notre budget qu'on met dans la nourriture diminue. Par contre, ce qu'on dépense pour la santé, les loisirs, l'éducation, ça augmente. Nos priorités évoluent. Jusqu'ici, on a un peu l'impression que la croissance, c'est le rêve. Mais il y a un revers à la médaille. C'est le moment de se poser la question. Cette course à la croissance n'a-t-elle pas un coût caché? Et la réponse est oui, bien sûr. Une croissance qui n'est pas maîtrisée peut creuser les inégalités, laisser des gens sur le carreau. Et puis, il y a l'impact évident sur la planète. On épuise les ressources, on pollue, on accélère le changement climatique. Ces coûts sont bien réels. Face à ces problèmes, un nouveau concept a pris de plus en plus de place, le développement durable. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre l'économie, le social et l'environnement. En gros, penser à aujourd'hui, mais sans sacrifier demain. On a vu que le PIB est un bon thermomètre pour la production, mais il ne dit pas tout sur le bien-être d'une population. Du coup, pour évaluer ce développement plus large, on a inventé un autre bulletin de notes, l'indice de développement humain, ou IDH. L'IDH, lui, il est beaucoup plus complet. Il ne regarde pas que l'argent. Il combine 3 dimensions qui sont essentielles. La santé, mesurée par l'espérance de vie, l'éducation, avec le niveau de scolarisation, et enfin, bien sûr, le niveau de vie avec le revenu. Ça donne une vision bien plus riche du progrès d'un pays. Mais même avec cette vision plus complète, gérer une économie, ça reste un exercice d'équilibriste. C'est un défi permanent. Parce qu'il y a deux grands problèmes, deux grandes menaces qui pèsent en permanence sur les économies, l'inflation et le chômage.
D'un côté, on a l'inflation. C'est quand tous les prix se mettent à augmenter durablement et que notre argent perd de sa valeur, on peut acheter moins de choses. De l'autre, il y a le chômage, ce décalage sur le marché du travail qui laisse des gens sans emploi, sans revenus. Le vrai casse-tête, c'est que les solutions pour combattre l'un ont souvent tendance à aggraver l'autre. Si on freine l'économie pour calmer l'inflation, on risque de créer du chômage, et inversement. Tout l'art des politiques économiques, c'est de réussir à naviguer entre ces deux écueils. Et tout ça nous ramène à la question de fond. On a commencé avec le PIB, la production brute, et on a terminé avec l'IDH, une notion de bien-être. Alors, que faut-il viser en priorité ? Une croissance maximale, le plus vite possible, ou un bien-être plus large, plus équilibré et qui dure dans le temps ? C'est sans doute le grand débat économique de notre époque.